Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo. Nous sommes dans l'hémicycle du Parlement européen à Bruxelles. Dans cette émission, direction la Grèce, avec un grand reportage où nous verrons que la fraude fiscale est là-bas non seulement un sport national, mais surtout la règle. La Grèce qui n'a toujours pas reçu l'argent promis par l'Europe. Dernier plan avant la faillite, c'est la question de la semaine. Nouvelle réunion de crise en Europe. Les ministres des Finances sont une fois de plus au chevet de la Grèce. La zone euro tremble. Athènes vient d'annoncer une nouvelle dégradation de ses finances publiques. Le gouvernement n'a plus d'argent pour rembourser la dette astronomique du pays. En clair, l'État ne pourra plus payer ses fonctionnaires. La catastrophe est annoncée. Réaction immédiate sur les grandes places boursières. À Londres, Paris, Milan ou New York, partout, les cours chutent. Côté politique, la réponse est beaucoup plus lente. La réunion du 13 octobre, qui était cruciale pour l'aide à la Grèce, a été annulée et repoussée au 13 novembre, un mois plus tard. Toujours pas de décision à l'horizon, mais sur les marchés, la rumeur dit que la faillite de la Grèce est proche. Face à l'urgence, le président de la zone euro, Jean-Claude Juncker, reste serein. No one advocating a default for Greece. En Grèce, la colère gronde. Les experts de l'Union européenne et du Fonds monétaire international demandent au peuple de faire encore des efforts en échange de l'aide financière promise. Mais faute d'accord dans la zone euro, l'argent tarde à arriver. Un nouveau plan d'aide à la Grèce a été décidé le 21 juillet dernier. Il n'est toujours pas adopté à ce jour. Et plus les Européens attendent, plus la dette grecque grossit, avec pour horizon la banqueroute. Mais à ce train-là, le plan européen pourrait bien être le dernier avant la faillite. Retour à Bruxelles, au Parlement européen, où les députés européens siègent en ce moment. Nous sommes avec Jean-Marie Cavada. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes député européen du groupe PPE, le parti majoritaire ici. Alors on le voit, la situation s'aggrave en Grèce. On sera dans quelques instants à Athènes pour tenter de comprendre ce qui se passe. Athènes aujourd'hui au bord de la faillite. Expliquez-nous pourquoi finalement les Européens mettent autant de temps, attendent pour aider la Grèce alors qu'elle a besoin de cet argent. Je crois qu'il y a deux effets différents. Il y a un effet d'abord mécanique. Le temps de la spéculation et de la vitesse des attaques spéculatives qui se fait par centième de seconde sur des machines, des programmes par ordinateur est un temps ultra rapide, c'est presque le temps de l'éclair. Et ça ne fait qu'empirer puisque la confiance n'est pas là, puisque les solutions ne sont pas là. Et puis il y a le temps politique. Et le temps politique lui-même a été allongé parce que, déjà qu'il ne peut pas être aussi rapide évidemment, il a été allongé parce que tout le monde n'était pas d'accord. Le point très important, c'est l'attitude de l'Allemagne qui a quand même changé, je dirais, son point de vue la semaine dernière. Il faut saluer cet effort qui est tout à fait remarquable et je dirais que pour une fois, plutôt offensif et courageux de la part de Mme Merkel et de ses alliés, M. Schäuble, Mme von der Leyen et quelques autres, et l'opposition allemande qui a été dans cette affaire vraiment à la hauteur des enjeux d'État. C'est important pour la destination du partenaire grec, alors qu'il y a quelques mois encore, elle était réticente à aider les Grecs. Oui, alors moi je crois que de toute façon les Européens doivent être réalistes. La solidarité s'impose. On ne peut pas laisser un des membres tomber, non pas que ce soit si important, c'est 2 et quelques % du produit intérieur brut européen, mais parce que ce sera un signal terrible que chaque pays en difficulté va être lâché dans la nature, autrement dit, il n'y a plus qu'à spéculer à fond la caisse, et puis les spéculateurs feront de l'argent et on peut compter sur les Européens pour qu'ils ne fassent rien. Ça, il faut casser cette affaire par une, je dirais, décision de fédéralisme économique, de contrôle fédéral financier, et même du temps qu'on y est, me semble-t-il, budgétaire évidemment, et fiscal. On pourra en reparler si vous voulez. Est-ce que vous pensez que les Européens sont prêts à ces changements quand même qui sont grands Vous dites que si le temps de la décision est aussi lent, c'est parce qu'on a des structures qu'il faut la décision de l'accord de tout le monde. Donc vous dites qu'il faut changer ça, un peu le mécanisme de décision. Alors les opinions sont lentes, en effet, c'est ce que vous avez l'air de suggérer, vous avez raison. Elles sont lentes et les responsables politiques, du coup, sont lents eux aussi, parce qu'ils regardent un peu ce que pensent leurs opinions. En Allemagne, je vous fais remarquer que probablement Mme Merkel, pour une fois, est allée à contre-courant d'une opinion qui est plutôt majoritairement sceptique sur l'aide à la Grèce. L'Allemagne a bien fait, Mme Merkel et le gouvernement ont bien fait, car par 2 fois dans ces 70 dernières années, le monde entier a aidé l'Allemagne, et notamment l'Europe la dernière fois lors de la réunification la chute du mur de Berlin. L'Europe, si elle veut avoir un destin, ne peut être que unifiée.
ne peut être que solidaire, et naturellement, cette solidarité a un prix pour tout le monde, pour les contribuables allemands, français, etc. Mais quand nous faisons nos emplettes en vendant nos marchandises à la Grèce, nous gagnons de l'argent. Les banques qui se sont avancées en Grèce ont gagné beaucoup d'argent avec la Grèce. Je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas au minimum solidaires elles aussi. La solidarité, ça a un prix. Le contraire, c'est un désastre absolu pour tout le monde. Oui, alors vous dites que les banques doivent être mises à contribution, mais finalement, on a l'impression que cette crise pèse sur le contribuable européen. Est-ce que vous pensez qu'il va devoir payer encore plus cher alors que la crise s'aggrave? Il faut souhaiter. Quel est le coût social pour le contribuable européen de cette crise? D'abord, le coût social, c'est parce qu'il n'y a pas de solution à la crise, parce que l'Europe traîne les pieds, parce qu'elle tarde, parce que je voudrais quand même vous faire remarquer que les 60 à 70 milliards d'euros qui viennent de partir en fumée ces 4 derniers mois, ça aura des conséquences économiques et donc sociales sur l'emploi. Et qu'il ne faut pas traîner, il faut casser la spéculation. Si c'est un prix à payer, nous le payerons, nous devons le payer parce que si nous ne faisons pas ça, le prix à payer sera bien plus catastrophique. Et par conséquent, de deux manières, sociale, économique sociale, et puis politique. Les extrêmes casseront ce qu'il reste d'Europe. Et on ne peut pas vivre sans Europe dans la mondialisation. Nous allons devenir l'île de Malte, si les Maltais me pardonnent. Dans la mondialisation, nous ne serons plus rien. Donc, nous n'avons pas le choix. Nous avons fait le choix de l'Union depuis la fin des années 40, depuis les années 50 en gros, et notamment 57, le traité de Rome fondateur. Nous nous sommes enrichis, nous avons eu beaucoup de prospérité. S'il y a un prix à payer à la solidarité, il ne faut pas hésiter à le payer. En gros, vous dites c'est soit la faillite, soit le fédéralisme. C'est ça le choix pour l'Europe? C'est la faillite de l'Europe ou le fédéralisme économique, financier, budgétaire et fiscal qui s'impose de toute urgence. Et si les ministres des Finances n'y arrivent pas, il faut quand même un peu décrypter. Ce qu'ils veulent, c'est faire pression sur la Grèce pour qu'elle mette en place un système de perception de l'impôt et fiscal qui tienne la route. Mais ça ne se fera pas en un mois, il ne faut pas rêver. Hein, ça va prendre 2, 3, 4 ans. Par conséquent, il faut aider la Grèce, quitte à contrôler très sévèrement l'organisation de ses finances. D'après mes informations, quand on regarde les comptes réels de la Grèce, elle n'aura pas besoin d'argent avant le mois de novembre, la mi-novembre. Donc, les ministres des Finances ont voulu faire pression pour la faire attendre, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu aller à un accord. Il faut faire attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut qu'on voit une volonté politique de dominer et de traiter cette affaire pour faire reculer le principal adversaire, qui n'est pas la Grèce, qui sont les spéculateurs. Les spéculateurs, alors autre affaire qui monte en ce moment, c'est cette affaire Dexia, avec la banque franco-belge qui semble être la première victime de la crise. Est-ce qu'il faut redouter? Est-ce que vous pensez que ça peut être le point de départ de quelque chose de plus grave, d'une crise bancaire plus large en Europe? La crise bancaire est toujours à redouter si on ne fait pas les choses. Mais là, j'ai l'impression qu'on est engagé dans une solution qui m'a l'air assez réaliste. Et notamment, quel est le problème très important dans cette affaire? Les actionnaires privés de cette banque, ils ont déjà payé, c'est parti en fumée. Ils payent. Et puis ils vont devoir rallonger s'ils veulent rester autour de table. Mais tout ce qui concerne les crédits et en fait les actifs pourris, toxiques, des crédits accordés aux collectivités, la France a pris sa responsabilité par un accord franco-belge. Et comme vous savez, nous allons reconstruire une sorte de structure de garantie, comme ce fut le cas pour le Crédit Lyonnais en France il y a une vingtaine d'années, qui garantissent les actifs pourris, donc les dettes, adossées d'une part sur la Caisse des dépôts et consignations, d'autre part sur les caisses d'épargne, si ma mémoire est bonne. Donc les choses sont prises en main. Oui. Merci beaucoup Jean-Marie Cavada d'avoir été l'invité d'Europe Hebdo. Alors cette crise de la dette inquiète le reste du monde. Les déclarations alarmistes se multiplient venues d'outre-Atlantique mais aussi d'outre-Manche où David Cameron fait la leçon à ses partenaires européens. Regardez. Il y a très clairement un problème dans la zone euro. Et à présent, cette zone monétaire représente une menace pour elle-même, pour l'économie britannique et pour l'économie mondiale. Il est donc urgent d'agir. Les Européens ne se sont pas complètement remis de la crise de 2007. Depuis, ils ne se sont jamais vraiment occupés des difficultés qui menaçaient leurs banques. Cela se conjugue à ce qui se passe en Grèce. Résultat, l'Union traverse une crise financière qui fait peur au monde entier. Depuis plusieurs mois, Pékin apparaît comme le sauveur d'une zone euro dans la tourmente, multipliant les achats de dettes européennes. Partout où il passe, le Premier ministre Wen Jiabao est reçu avec le tapis rouge, car il arrive les bras chargés de cadeaux. Il promet de soutenir les pays en difficulté. C'est l'invité surprise du jour. Timothy Geithner est en Pologne ce vendredi aux côtés des ministres des Finances de la zone euro. Et c'est pour mettre la pression sur ses partenaires qu'il a fait le déplacement. Pour le secrétaire américain au Trésor, il est temps que les dirigeants européens se mettent d'accord et trouvent rapidement une solution à la crise.
Voilà pour cette sélection des télévisions européennes. Et pour commenter ce zapping, Christophe Garrache est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint d'Europarl TV, spécialiste des questions européennes que vous suivez depuis longtemps. Les Britanniques ont des mots assez forts à l'égard de leurs partenaires. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils sont bien placés de faire la leçon à la zone euro? Une petite observation déjà préliminaire. Est-ce que, bon, c'est vrai, aujourd'hui il y a une crise sans précédent, tout le monde le sait. Est-ce qu'il faut pour autant rajouter des commentaires assassins? Est-ce qu'il est nécessaire de remettre une louche à chaque fois qu'on le peut, à chaque fois qu'un micro se dresse devant soi? C'est un peu ce que font les Britanniques quand même. Oui, ils ne sont pas les seuls. Ils sont pas les seuls. Alors pourquoi les Britanniques? C'est vrai, les Britanniques ont un gros souci, c'est que la crise de la zone euro menace un intérêt stratégique pour les Britanniques, c'est la City. Voilà. Et donc les Britanniques défendent leurs intérêts et reviennent vers les Européens en leur demandant clairement d'agir. Bon, cela dit, ces déclarations, ces coups de poing sur la table, ça pourrait se faire à huis clos, en Conseil européen, au Conseil ECOFIN, le Conseil de l'économie et des finances des ministres européens. Très bien. Pourquoi c'est pas fait à huis clos? On tape le poing, on se dit des choses. Et puis dehors, on essaye d'avoir un ton commun, une voix qui essaye de calmer les marchés. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Chacun y va de sa petite phrase. Et la vérité, c'est que ça ne contribue qu'à une chose, à entretenir le malaise des marchés financiers. À entretenir aussi la cacophonie au sein des dirigeants européens. Finalement, les Britanniques, David Cameron, en tenant de pareils propos, regardent son intérêt, comme toujours, au détriment de l'intérêt européen. Voilà, c'est la vraie question, la sempiternelle question. Cameron a besoin aussi de rassurer sa majorité. En ce moment, au Royaume-Uni, il y a une énorme crise de confiance sur l'Europe en général. Cameron a réussi à déjouer le piège que lui dressait sa majorité pour organiser un référendum sur l'avenir de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Bon. On n'en est plus là, mais les tensions sont là. Elles sont connues pour les Britanniques. Cameron a encore dit ce week-end, Dieu merci, on n'est pas dans la zone euro. Alors vous dites il n'est pas le seul à attaquer ses partenaires européens. Il y a un peu des attaques ou des inquiétudes qui viennent un peu du monde entier. Est-ce que le reste du monde a raison aujourd'hui de s'inquiéter de ce qui se passe dans la zone euro? La vérité, c'est que les Européens, d'abord, première chose, le temps de l'Europe, ce n'est pas le temps des marchés financiers. Les marchés financiers réagissent au millième de seconde. Les Européens, pour prendre une décision, il faut se réunir, ça prend du temps, et après, il faut mettre en œuvre les décisions. Et la priorité, c'est ça. Le 21 juillet... Donc c'est ça que les marchés sanctionnent, la lenteur des décisions européennes? Mais ça, on ne pourra jamais aller plus vite que les marchés. Donc la vérité, c'est que déjà, les Européens s'entendent. Le 21 juillet, ils ont pris des décisions importantes. Et on est début octobre, le plan d'aide pour la Grèce, le deuxième plan d'aide, n'est toujours pas ratifié. Donc forcément, tout le monde en profite, et les marchés les premiers. Est-ce qu'on peut espérer qu'il soit ratifié un jour, ce plan? Tout porte à croire que maintenant que les Allemands ont levé l'obstacle majeur, l'inquiétude majeure, il y a 2 ou 3 pays encore à convaincre. Je pense qu'on devrait y arriver. Mais le problème, c'est que déjà, on est trop tard dans le temps des marchés, trop tard avec tout ce qui s'est passé cet été. Alors en attendant, ça ne va pas bien du tout en Grèce. La situation semble s'aggraver de jour en jour. On va aller justement à Athènes avec la population grecque. Dans quelques minutes, François Bedonnet sera sur ce plateau avec une députée grecque, chef de la délégation grecque du PPE ici au Parlement européen. Mais d'abord, ce reportage de Germain Andrieux qui a voulu comprendre pourquoi est-ce que l'argent avait autant de mal à rentrer dans les caisses de l'État. Regardez ce reportage signé Germain Andrieux et Khalid Mamoun. Ce sont des irréductibles, un collectif avec un nom qui sonne comme un slogan, je ne paie pas. Ce soir, ils ont pris d'assaut ce péage au nord d'Athènes, et pour tous, le passage est gratuit. On n'accepte pas la dette parce qu'on n'en est pas responsable. Et nous voulons un système différent, nous voulons juste sortir de ce système. Pas d'impôt exceptionnel ni de taxes supplémentaires, la méthode choisie est radicale. Leur message, un appel à la résistance pour lutter contre les mesures d'austérité mises en place par le gouvernement.
Ne payez pas de taxes, ne payez pas de péage, ne payez pas une nouvelle fois ce que vous avez déjà payé. Non, ces choses ont déjà été payées et repayées plusieurs fois et c'est le gouvernement et les partis politiques qui ont tout dilapidé. La corruption, mais pas seulement. La fraude fiscale, le marché noir, bref, l'économie souterraine, c'est près d'un tiers du produit intérieur brut de la Grèce. Au cœur du placard, le quartier touristique d'Athènes, la crise est déjà visible. Dans certaines rues, plus d'une boutique sur 3 a mis la clé sous la porte. Pour faire face aux impôts de plus en plus élevés, plusieurs commerçants ont choisi de ne pas tout déclarer. Vous voyez ma caisse, je ne sais même pas sur quel bouton appuyer pour l'allumer. C'est tragique. Je pense qu'il faut peser les choses. Si certaines taxes, tu peux les éviter en ne faisant pas de facture, tu le fais. Surtout depuis les nouvelles taxes. Tu évalues et c'est juste de ne pas faire de facture. Après, chacun prend ses responsabilités. Ici, la fraude fiscale n'est pas un choix. Pour tous ces petits commerçants, c'est plutôt une question de survie. C'est simple, on négocie avec le client. Et bien sûr, ça dépend du client. Les grandes chaînes de vêtements font des factures car elles n'ont pas le choix. Mais pour nous, petits commerces, c'est plus simple, on est moins contrôlés. Et alors vous le faites? Mais bien sûr, on n'a pas le choix. En tant que petite entreprise, j'ai plus de 5 000 € de taxes, alors que ma société, c'est moi toute seule. Alors là encore, les factures n'existent plus. Vous voyez, elle est cachée en bas, ma caisse. Mais elle est fermée depuis 2 mois. Il faut dire que depuis 2010, la TVA est passée de 19 à 21%. Alors pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, la priorité du gouvernement, voici le bâtiment de l'ASDOE, la brigade spéciale pour lutter contre la fraude fiscale. À l'intérieur, un centre d'appel pour la délation, mais aujourd'hui, un seul agent est à son poste à cause des grèves. Écoutez, madame, moi, j'ai beaucoup de travail. Dites-moi exactement ce que vous voulez. Attendez, moi, je suis tout seul. J'ai 8 lignes qui sonnent là. Comment je fais pour répondre à autant de demandes à la fois? Vous savez, c'est une injustice sociale. Par exemple, quand un retraité gagne 300 € par mois et qu'il voit tous les autres qui mettent la TVA dans leur poche, il se dit c'est pas possible, c'est tout. 19 000 dénonciations par an, plus de 300 appels chaque jour et au maximum 3 personnes pour enregistrer toutes les plaintes. Ceux qui appellent sont en colère, ils reçoivent un salaire, payent de plus en plus d'impôts et n'ont pas le choix, contrairement aux professions libérales. Donc là, c'est une station-service qui n'a pas fait de facture. Là, c'est un médecin, encore un médecin. Et là, c'est quelqu'un qui reçoit des loyers mais qui ne les déclare pas. Il faut quand même savoir qu'en Grèce, la fraude fiscale, c'est un sport national. Quand tu téléphones pour un prix, tu as toujours 2 réponses. L'une avec la TVA et l'autre sans. Il faudrait alors renforcer les contrôles. Et pour ça, il faut des agents en permanence. Et surtout bien payés. Renforcer les équipes et les contrôles sur le terrain, la seule solution pour éviter un cercle vicieux. Mais là encore, le gouvernement doit composer avec les coupes budgétaires annoncées pour 2012. Un reportage à Athènes signé Germain Andrieux. Alors nous avons été rejoints sur ce plateau par Marietta Giannakou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du groupe PPE. Vous êtes de nationalité grecque. Vous avez été élue à plusieurs reprises au Parlement national grec. Quand on voit ce reportage et qu'on comprend, je dirais, l'ampleur de la fraude fiscale, on a le sentiment que ce n'est pas quelque chose de conjoncturel, mais que c'est quelque chose de culturel. Est-ce que c'est la fraude fiscale? Est-ce qu'on peut lutter contre? Est-ce que ça peut changer? Naturellement, mais ce n'est pas culturel. Ce sont certains milliers qui ne payent pas les taxes qu'ils doivent payer à l'État. Mais la plupart des gens, ce sont des travailleurs dont la fortune, l'argent, c'est très clair, c'est ce qu'ils ont. Ce sont des salariés, ils ne peuvent pas cacher. Ce sont des salariés, on ne peut rien cacher. Mais quand même, quand on voit ce qui se passe, par exemple, dans les magasins, ce qu'on a vu dans ce reportage, qui le montre très bien, on sait que c'est pareil dans beaucoup de restaurants. Est-ce que c'est des choses qui peuvent changer? Naturellement, naturellement. Mais la plupart des Grecs payent bien les impôts qu'ils doivent payer.
Mais à l'autre côté, avec les taxes, avec les TVA augmentés à 23, maintenant c'est à 23 les taxes, les TVA. Alors vous comprenez bien que ça devient trop dur. On travaille pour les taux. Ce que vous dites, c'est que c'est finalement normal que les gens ne payent pas parce que les taxes sont trop élevées? Non, mais moi je crois que si on élève les taxes, à la fin on arrive à un point où on prend moins de l'argent. Par exemple, cette année, dans les caisses de l'État était entré le même argent que le 2009. Alors, le marché est mort, les magasins se ferment, plus de 80 000 entreprises étaient fermées cette année. Et naturellement, il y a beaucoup plus d'exportations. On voit un espoir. Naturellement, il y a des petites entreprises avec des innovations qui font des exportations. Mais en général, la vie commerciale n'existe plus. Et ça, c'est la faute, je dirais, des plans de rigueur successifs, selon vous? Moi, je crois que on ne peut pas aller loin avec ces plans d'austérité. Naturellement, il faut des mesures d'austérité. Parce que quand on a une dette comme il y a en Grèce, et quand on a un déficit aussi, alors naturellement, il faut des mesures d'austérité. Mais il faut des mesures de développement aussi. Il faut faire un marché, permettez-moi de dire. Il ne faut pas tuer la Grèce, en tout cas. Il ne faut pas l'étouffer. Exactement. Ça, c'est le grand problème. On n'aura plus d'argent à payer. Et je vais vous dire quelque chose. Vous voyez les manifestants. Oui. Mais la majorité des Grecs ne parlent pas. Ils sont très fâchés. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ne viennent pas aux manifestations, mais ils sont très fâchés et ils n'ont pas l'argent à payer. Parce que chaque semaine, quelque chose d'autre vient. Alors le gouvernement dit, on ne prend pas d'autres mesures cette année, et 2 jours après, on prend des mesures. Naturellement, on a les Troïkas. Et les Troïkas a un programme pareil. Alors le Troïka, il faut quand même juste rappeler que ce sont des agents du FMI, de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne. Un récip classique. Je ne sais pas si ça avait vraiment marché dans des différents pays. Alors, la Troïka, on va en parler. Je vous propose qu'on écoute une question, c'est de coutume dans cette émission. Il y a une question qui vous est posée depuis Athènes, c'est par un syndicaliste grec. On l'écoute, c'est justement à propos de la Troïka. Écoutez. La politique que la Troïka va appliquer dans notre pays est sans issue. Les mesures qu'ils prennent sont non seulement injustes, mais elles sont aussi inefficaces, car elles ne nous sortent pas de la crise. Au contraire, elles la renforcent. Elles créent la récession, le chômage. Bref, c'est un cercle vicieux. Bon alors c'est tout le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je le connais, il est le président des fonctionnaires de l'État. Du syndicat des fonctionnaires. Bon, mais c'est tout le problème. Est-ce que c'est un cercle vicieux? Est-ce qu'en demandant plus d'austérité à la Grèce, on est en train de tuer la Grèce et finalement, comme vous le disiez, l'argent ne rentre pas? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut relâcher un peu la pression ou il faut continuer l'austérité? Il faut un peu arrêter avec les taxes. Par exemple, on avait 13% dans les hôtels, au secteur touristique, etc., et dans les restaurants. On l'a fait 23%. Alors, il n'y a personne au restaurant. Personne. Ouais. Et puis, il n'y a personne au restaurant et de toute façon, il n'y a pas de facture. Donc, écoutez, ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait. Il faut dire la vérité. Moi, je sors en Grèce, je suis de vendredi jusqu'à lundi. Et vous avez des factures quand vous êtes au restaurant? Ça ne m'était jamais arrivé de ne me pas donner de factures. Jamais. Jamais, vous avez toujours une facture? Jamais dans toute ma vie.
Non, par exemple, je ne sais pas, parce que je suis une personne connue, je ne sais pas, mais c'était pas jamais arrivé. Alors, c'est pas tout le monde qui fait ça. En tout cas, tous les témoignages des touristes français ou autres qui vont en Grèce, ils disent tous qu'ils n'ont jamais de facture quand ils vont dans un restaurant. Écoutez, les Grecs sont obligés, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec les touristes, mais les Grecs sont obligés d'avoir des factures quand ils font la déclaration des taxes à l'État. Alors, comme ça, on demande toujours des factures. Naturellement, il faut faire quelque chose pour renforcer au niveau des impôts. Je voudrais, parce que l'émission touche à sa fin, je voudrais qu'en quelques mots, vous nous disiez, est-ce que vous, en tant que Grec, est-ce que vous êtes confiante? Est-ce que vous pensez que le pays va s'en sortir? Non, avec ce programme, non. Il faut un plan. Non, mais il faut un plan d'austérité, mais en même temps, il faut faire quelque chose pour investir. Il faut de la croissance. Parce que la croissance est le plus grand problème à ce moment-là en Grèce, c'est le chômage. Quand on a du chômage, on n'a pas de l'argent au fonds social. Vous comprenez? Et là, c'est encore un une cercle. Fois, absolument un cercle vicieux. C'est exactement comme ça. Alors Merci. il faut balancer. Il faut équilibrer les deux. Équilibrer entre un plan d'austérité et un effort pour le développement. Merci beaucoup d'avoir témoigné ici sur le plateau d'Europe Hebdo. C'est la fin de cette émission pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec Katia Gilder ici au Parlement européen. D'ici là, bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.